Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Forêt, développement durable et environnement, une émission du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Cette émission vise à informer, à vulgariser, à éduquer et à sensibiliser le public et les acteurs intervenant dans les secteurs forêt, faune, développement durable et environnement. Au cours de nos différentes émissions, nous débattrons des thématiques liées à la modernisation et à la bonne gouvernance dans le secteur forestier. Mais aussi, nous aurons à vous présenter des différentes réalisations du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Pour ce premier numéro, l'équipe de communication du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement est allée à la rencontre de M. Pierre Tati, directeur de cabinet de Madame la ministre de l'économie forestière et de l'environnement, à qui nous demandons de se présenter. Je suis Monsieur Tati, mon nom de famille, et mon prénom c'est Pierre. Donc, de formation, je suis ingénieur de technique forestière, un diplôme que j'ai obtenu en 1990 à l'Institut du développement rural, à l'époque, actuellement l'ENSAF. Et après cette formation, j'ai eu à travailler pendant pratiquement une dizaine d'années avant de bénéficier d'une formation en master en gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales, une formation que j'ai suivie en France, précisément à Montpellier, au centre AgroParisTech. Donc je suis sorti de cette formation en anti du diplôme de master 2. Donc je disais en gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales. Et à ce jour, donc j'occupe les fonctions de directeur de cabinet de Madame la ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Mais je tenais à dire quand même que j'ai un parcours professionnel qui m'a conduit tour à tour de la Bouinza à Pointe-Noire, dans la Sangha, à Pointe-Noire encore, puis actuellement à Brazzaville. Et donc successivement, je peux vous dire que j'ai occupé des fonctions, mais j'ai commencé par le bas. Donc en tant que collaborateur à la direction départementale de l'économie forestière de la Bouinza, à l'époque direction régionale, c'est comme ça qu'on disait. Et j'ai passé 3 ans là-bas, donc notamment au service des études et planification. Moi, j'étais collaborateur à ce niveau. Après la Bouinza, on m'a affecté à Pointe-Noire, à la direction départementale, non, régionale à l'époque, de l'économie forestière du Kouilou. Et là, j'ai eu à travailler comme chef de section et je m'occupais donc des grumes entrées à l'usine. De là, j'ai donc été, je dirais détaché, mais mis à la disposition d'un organisme sous tutelle qu'on appelle le Service national de reboisement. Et à ce niveau, j'ai suivi un stage de 3 mois et à l'issue duquel j'ai été affecté à Pokola, dans le chantier de la Congolaise industrielle de bois, CIB, pour ouvrir une unité assez spécifique qu'on appelle unité pilote d'aménagement, de reboisement et d'agroforesterie, en sigle UPARA. Le but, c'était de voir comment on pouvait coupler le reboisement à l'activité d'exploitation forestière, mais dans un chantier. Parce que jusque-là, le reboisement se ferait dans des zones qui étaient hors de concession forestière. En 1999, j'ai été nommé à la direction du SNR en qualité de chef de service études et projets. Et c'est là où j'ai passé toute ma jeunesse. Donc 10 ans durant, j'ai exercé ces fonctions. Et en 2010, donc je disais tantôt que j'ai obtenu une bourse de la coopération française, donc qui m'a permis d'aller préparer mon master 2 en gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales. À l'issue de cette formation, j'ai eu l'avantage de bénéficier de la confiance de Madame la ministre, à l'époque conseillère du chef de l'État, donc elle venait d'être nommée conseillère du chef de l'État en charge de l'économie forestière, du développement durable, de l'environnement, de la qualité de la vie. Et moi, j'ai donc été à ses côtés pour assurer la charge d'attaché à l'économie forestière. Une fonction que j'ai exercée donc de 2013 à 2016 tout récemment, mais concomitamment avec des responsabilités au niveau de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, d'abord en tant que chef de service
de la coopération et des activités génératrices de revenus. Puis la fonction a évolué. Je suis devenu directeur de la coopération et des activités génératrices de revenus, toujours au sein de la même agence. Et en février, février 2016, j'ai été nommé coordonnateur du programme national d'afforestation et de reboisement. Et c'est donc dans ces fonctions que finalement, c'est le directeur de cabinet est venu me trouver. Et des fonctions que j'ai assurées un peu parallèlement jusqu'à ce que, en septembre 2016, je sois totalement détaché pour me consacrer exclusivement aux fonctions de directeur de cabinet. Voilà mon parcours. Merci, M. Pierre Tati. Et alors, la nomenclature du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Avant de vous présenter le ministère donc dans son organisation, il est important de relever une chose. Il s'agit là d'un service, si vous voulez, d'un service qui gère la deuxième ressource du pays. Nous sommes un pays dont la superficie fait 342 000 km². Et vous avez 65% de cette superficie totalement couverte de forêt. C'est pas rien, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui devait nous interpeller tous. Surtout actuellement où on parle des questions de préservation de l'environnement pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est un ministère clé, c'est un ministère stratégique du point de vue économique, du point de vue environnemental et du point de vue social. Et donc, pour répondre directement à votre question, je dirais que le ministère aujourd'hui gère trois composantes. Donc, il y a l'économie forestière, il y a le développement durable et il y a l'environnement. Et donc, le ministre travaille avec un cabinet. Et le cabinet, donc, travaille avec 4 directions générales. Il y a une direction générale de l'économie forestière, il y a une direction générale de l'environnement, il y a une direction générale de développement durable et il y a une direction générale donc de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées. Donc à côté de cette direction générale, nous avons les inspections générales. Donc il y en a 2. L'inspection générale des services de l'économie forestière et du développement durable et l'inspection générale de l'environnement. Bien entendu, nous avons quelques directions rattachées au cabinet. En dehors des conseillers, bien sûr, elles sont au nombre de 5. Il y a la direction des études et de la planification, il y a la direction de la coopération, la direction de la communication et de la vulgarisation, il y a la direction du fonds forestier et la direction du fonds pour la protection de l'environnement. Bon, à côté de toutes ces structures, nous avons les organismes sous tutelle. Nous en avons 5, notamment le Service national de reboisement, le Centre national des inventaires et des aménagements forestiers, le Centre de valorisation des produits forestiers non ligneux, le Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Alors, il y a des programmes, il y en a essentiellement 2. Il y a le programme national d'afforestation et de reboisement, le PRONAR en sigle, et il y a aussi un autre programme, mais qui est un processus qu'on appelle le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation, y compris la gestion durable, l'accroissement des stocks de carbone et la conservation de la biodiversité en sigle REDD+. Il y a aussi beaucoup de projets. Je peux citer essentiellement, par exemple, le projet forêt et diversification économique. Il y a le projet appui à la mise en œuvre de la PV-FLECT. Il y a le projet système informatisé pour la gestion de l'information forestière, le CIFOD, ainsi de suite. Donc les projets, nous en avons plusieurs. Bien évidemment, par rapport aux engagements que le pays a pris au niveau international, donc nous sommes partis à plusieurs conventions, notamment la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur la lutte contre la désertification. Et donc, par rapport à ces engagements et bien d'autres, nous avons ce qu'on appelle des représentations nationales, qu'on appelle des points focaux, donc qui servent d'interface entre le gouvernement et ces institutions internationales qui travaillent dans le cadre essentiellement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité, ou aussi pour le développement durable. Voilà. Alors, M. Pierre Tati, qu'en est-il des programmes et projets du ministère? Comme je disais tantôt, c'est les structures qui relèvent de notre tutelle. C'est pour mettre en œuvre toute la politique du gouvernement en matière, par exemple, pour ce qui concerne les organismes sous tutelle. Je prends le cas du Service national de reboisement.
Donc lorsque le gouvernement a conçu sa politique en matière de reboisement, le ministère donc, prend le relais et donc se sert de son bras technique qui est le Service national de reboisement pour opérationnaliser cette politique. À ce moment-là, la structure technique prépare des programmes pour effectivement réaliser des activités sur le terrain. Cela va de soi pour les autres, donc le Centre national des inventaires et des aménagements forestiers, le service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, donc qui s'occupe du contrôle de tous les produits forestiers que nous exportons, le bois et les autres produits forestiers non ligneux. Je parlais tantôt du centre de valorisation des produits forestiers non ligneux. Vous savez que nos forêts ont un grand potentiel en dehors du bois, mais il y a bien d'autres produits qu'on peut tirer de cette forêt et qu'il va falloir aujourd'hui valoriser au même titre que nous valorisons le bois. Donc d'abord identifier ces produits en travaillant avec les communautés locales, quels sont les produits qu'elles utilisent d'ordinaire et comment on peut faire pour que ces productions qui se font à des échelles assez réduites intègrent une dimension industrielle et intègrent des filières afin que cela soit, pourquoi pas, exporté et rapporte des revenus tant au pays qu'aux populations, donc aux communautés locales. Ces structures, ces organismes de tutelle ainsi que les directions centrales ont des missions bien précises donc d'opérationnalisation de la politique nationale en matière d'économie forestière, de développement durable et de l'environnement. En parlant de la mise en œuvre de la politique nationale, quels sont les objectifs et les missions qui sont confiées au ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement? Ok. Bon, je vais pas faire, je vais pas évoquer des tirets ici pour dire il y a ça. Je vais parler d'une manière générique pour dire que, étant entendu que nous avons en charge les questions liées à l'économie forestière, au développement durable et à l'environnement, les missions du ministère peuvent se décliner suivant ces trois secteurs-là. Donc, en matière d'économie forestière, par exemple, il s'agit d'arriver à faire en sorte que cette richesse, cette deuxième richesse de notre pays, soit gérée durablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons faire en sorte que la forêt, à travers les biens et les services qu'elle produit, puisse nous permettre de satisfaire nos besoins aujourd'hui, mais tout en donnant la possibilité aux générations futures de satisfaire aussi les leurs. Ça, c'est un aspect, là j'enclenche un peu avec le développement durable, en fait, qui travaille un peu sur cette thématique, mais en faisant comme ça, nous créons les conditions de satisfaction de nos besoins aujourd'hui, tout en préservant la satisfaction des besoins de ceux qui viendront demain, donc des générations à venir, mais en veillant à ce que ça ne porte pas préjudice à l'environnement. Donc ça, c'est la gestion durable, donc ça intègre le développement durable d'une certaine façon. Et ça doit se faire. Donc vous voyez que en travaillant dans la durabilité, nous devons avoir à l'esprit que nous devons le faire en tenant compte de l'environnement, que ça n'impacte pas négativement l'environnement. En gros, c'est notre mission, je dirais, doit se résumer en cela. Maintenant, il y a des déclinaisons, on peut dire, bon, il faut faire des inventaires, il faut évaluer la ressource, donc dans le cas des inventaires, il faut aménager, il faut veiller à ce que l'environnement, le cadre de vie des citoyens soit sain, etc., etc. Ça, c'est les déclinaisons un peu plus, à plus basse échelle. Mais en général, c'est de faire en sorte que les ressources de notre pays, ligneuses, non ligneuses, les ressources environnementales, soient utilisées de manière durable. Tout à l'heure, dans mon mot liminaire, je parlais de projets, de programmes d'abord. On en a deux principaux. Donc, il y a le programme national d'afforestation et de reboisement. Et il y avait un autre programme que j'ai appelé plutôt processus, donc RED+. Donc, les projets, il y a une panoplie, mais revenons d'abord au programme. Donc, le premier que j'ai cité, c'est-à-dire le PRONAR, c'est un programme porté donc par notre ministère, mais qui pour objectif en fait de faire planter 1 million d'hectares de forêt donc en savane. Et ceci c'est pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais aussi contribuer au développement économique à travers donc la création des emplois que cela peut générer, que cette activité peut générer. Vous voyez, 1 million d'hectares, c'est beaucoup d'emplois à créer sur 10 ans. En dehors des emplois créés par la mise en place de la plantation elle-même, mais il y a les filières qui peuvent se développer derrière. Parce que les forêts qui vont être mises en place vont répondre à un certain nombre d'objectifs, notamment, par exemple, la production du bois énergie, la production du bois d'œuvre, la production
des produits forestiers non ligneux tels que les huiles essentielles, les résines, le latex, puisque là-dedans, il y a certaines spéculations assez spécifiques comme les VA qui sont éligibles au PONAR. Donc, c'est un grand programme porté d'ailleurs par la plus haute autorité de ce pays et que nous chargeons de mettre en œuvre, qui a été lancé depuis le 6 novembre 2011 à l'occasion de la 25e Journée nationale de l'arbre et qui aujourd'hui est en train d'être mis en œuvre. Donc, à ce jour, nous avons réalisé un certain nombre d'études pour mettre en place les conditions permissives du développement de ce programme-là. Dans ce cadre-là, il y a une initiative qui a été lancée par l'autorité de tutelle, donc Madame la ministre de l'économie forestière et du développement durable, qui, je vous avais suivi le 3 décembre dernier. Elle a tenu à lancer elle-même cette initiative qu'on a appelée les plantations par les institutions. Donc, en tant que chef de département en charge de l'économie forestière, elle a tenu à donner le ton à cette campagne et à l'occasion, les techniciens, les experts ont délivré des messages allant dans le sens à emboîter le pas pour que, en dehors des acteurs classiques ou connus qui devraient mettre en place ce million d'hectares, mais que les institutions de la République accompagnent le chef de l'État dans la réalisation de ce programme. Je voulais quand même revenir pour dire que le programme a pour objectif de mettre en place 1 million d'hectares de plantations à objectifs multiples. Et là-dedans, vous avez 700 000 hectares qui devront être plantés par les industriels, ceux qui développent des grandes plantations, à l'instar pour ceux qui ont été dans les environs de Pointe-Noire, à l'instar de ce que le Calcul Fibre Congo a fait à l'époque. Il y a donc à côté des industriels le Service national de reboisement, donc l'organisme public en charge du reboisement, qui a la charge donc de planter aussi 200 000 hectares, mais sur les terres qui appartiennent à l'État, pour reconstituer donc des forêts domaniales. Et à côté, il y a les petits promoteurs, les communautés villageoises, etc., des personnes physiques qui peuvent aussi y participer. Mais pour planter, donc, eux, ils ont la charge de planter sur 100 000 hectares, mais avec l'appui du Service national de reboisement. C'est donc l'occasion d'inviter tous ceux qui ont la possibilité d'avoir des terres et qui disposent d'un peu d'argent, de s'impliquer dans ce programme parce que c'est vraiment un investissement à consentir pour un avenir meilleur. Autant on peut mettre de l'argent en banque, mais on peut aussi le mettre dans ce genre d'activité, donc créer une plantation et derrière intégrer une filière de production, d'huile essentielle, de résine de pin, de bois énergie, de panneaux de particules, pourquoi pas, de granulés de bois, je ne parlerai pas de pâte à papier parce que ça c'est pour les grands industriels, mais aujourd'hui, il est donné la possibilité à chaque citoyen, à chaque Congolais, soit pris à titre individuel ou en corporation, de réaliser des plantations aux fins de développement, aux fins de production diversifiée qu'on peut valoriser sur le marché international. Vous savez que le chef de l'État a encouragé ses collaborateurs, donc, que sont les ministres, à être parmi les premiers à investir dans le domaine agricole et là-dedans, l'arbre a une place, a un rôle à jouer, donc en dehors des spéculations agricoles, mais il y a les spéculations sylvicoles qu'on peut aussi intégrer pour permettre à ce que demain, notre pays, effectivement, réponde au grand rendez-vous de la lutte contre la famine et la lutte contre la pauvreté. Voilà, donc le PRONAR a un grand projet d'afforestation et de reboisement sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. Un projet qui, à mi-parcours, présente des résultats plus que manifestes. Alors, M. Dirkab, qu'en est-il de la suite des projets? Et le deuxième programme, c'est donc le RED+. Le RED+, c'est le programme dans lequel nous sommes engagés pour contribuer ou participer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation, y compris, donc, je disais, la gestion durable, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone. Il s'agit d'une initiative internationale qui, en fait, vise comme objectif de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par le fait de l'exploitation des forêts tropicales, notamment. Et donc, nous, on est dans ce processus depuis 2008. C'est un processus qui se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase de mise en place des outils de la RED, comme on dit. Et la deuxième phase, c'est la phase d'investissement. Et après, la troisième, c'est celle des paiements. Donc, étant entendu que c'est une nouvelle initiative, il fallait donc créer les conditions pour que les pays qui s'y sont engagés acquièrent les compétences nécessaires, l'expertise nécessaire pour leur permettre donc de passer à la phase d'investissement
et de la phase d'investissement de prétendre au paiement. Pour ce qui concerne notre pays, donc, nous avons beaucoup travaillé. Il y a une coordination nationale qui a été mise en place, qui a beaucoup travaillé pour effectivement mettre en place les outils de la RED, parmi lesquels on trouve la stratégie nationale, RED+, le système national MRV, le système MNV aussi, et pas mal d'outils qu'ils ont réussi à mettre en place. D'autres devraient suivre, je crois les tout derniers devraient être parachevés à très court terme. Mais déjà, au mois de septembre 2016, au niveau international, les efforts de notre pays ont été reconnus et à ce niveau, mandat nous a été donné de passer à la deuxième phase, donc la phase d'investissement. Nous nous y attelons. À ce jour, si vous avez suivi les médias, il y a des sortes de réunions départementales qui se tiennent pour recueillir un peu l'avis des parties prenantes, pour consolider les documents qui ont été élaborés, de sorte que lorsque nous allons nous lancer dans les investissements, que ça ne soit pas que l'affaire du gouvernement, parce que je tiens à vous dire en passant que la RED+, c'est un processus inclusif, participatif et inclusif. Ce n'est pas que le gouvernement qui le fait, mais le gouvernement le fait avec toutes les parties prenantes, donc la société civile, le secteur privé, etc., etc. Donc c'est vraiment un processus inclusif, tout le monde est engagé, il faut consulter, il faut aller jusqu'au bout donc, de la consultation pour être sûr que ce qui est retenu, ce n'est pas le gouvernement seul, mais c'est le pays donc, dans toutes ses composantes. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Donc je pense que la phase d'investissement va être donc, lancée, je crois, en mars 2017. Si mes souvenirs sont bons, on devrait normalement avoir un retour qui nous permettrait effectivement de commencer avec les activités d'investissement sur le terrain. Mais il faut dire quand même aussi qu'il y a, par anticipation, il y a des actions qui ont déjà quand même été menées dans ce sens-là, en termes d'investissement. Nous avons eu, au niveau du pays, un projet qu'on appelle le ERPA, qui se développe au niveau de la Sangha, notamment dans la concession forestière de CIB, qu'on appelle Pikunda Nord. Donc c'est un concessionnaire qui s'est engagé dans le processus, qui a dit, OK, moi, ma concession qu'on m'a donnée, je ne coupe pas le bois, je la mets sous cloche, de sorte que je touche, au lieu de toucher l'argent à partir du bois que je coupe, mais je touche l'argent à partir du carbone que je stocke en évitant de couper ces arbres. C'est une initiative très intéressante. Et donc, toutes les parties travaillent pour que le fruit de cet engagement soit perçu d'ici les échéances donc, retenues. Et la troisième phase, donc, je disais que c'est la phase de paiement. Donc, lorsque vous avez développé les outils, lorsque vous avez investi à travers les projets, pour les projets tendant à stocker le carbone, à le séquestrer, etc., à la fin, quand l'évaluation est faite, on se rend compte qu'effectivement, vous avez évité les émissions, vous avez stocké du carbone, ben, s'ensuit la phase de paiement. Donc, voilà un peu en quoi se décline le processus RED+. Pour ce qui est des projets, j'ai parlé du projet forêt et diversification économique. Voyez-vous, notre pays est engagé depuis 2009, donc avec le chemin d'avenir, le programme de société du chef de l'État pour les septennats 2009 à 2016. Nous avons travaillé pour diversifier l'économie parmi les axes. Et là-dedans, la forêt, qui est la deuxième ressource du pays, avait forcément des choses à proposer. Et c'est pourquoi, pour ce qui nous concerne, dans le programme général donc, national de diversification de l'économie, le PAD, nous avons eu la déclinaison forestière que le projet forêt de diversification économique. Et là-dedans, renforcer les capacités de l'administration, parce que vous ne pouvez pas faire la diversification si les acteurs qui sont concernés n'ont pas acquis les capacités nécessaires. Et donc là-dedans, vous avez un volet vraiment renforcement de capacité, tant de l'administration, mais que des autres acteurs, notamment les communautés locales et les peuples autochtones. Donc ce projet a eu, entre autres missions, de renforcer les capacités en termes de logistique, mais en termes de connaissances, mais aussi en termes de savoir-faire. Et il y a bien entendu donc, le volet équipement, participation à certaines conférences internationales. Et aujourd'hui, le projet souffre un peu d'une chose, si vous voulez, parce que tout ça arrive au moment où, au niveau international, vous vous en doutez, avec tout ce qu'il y a comme difficulté au plan financier, ben, ça a impacté un peu le budget de l'État qui, aujourd'hui, a eu quelques difficultés à apporter sa contrepartie pour que
les activités retenues se déroulent comme telles, malheureusement. Mais qu'à cela ne tienne, notre partenaire dans ce projet, qui est la Banque mondiale, a eu à prendre un certain nombre d'engagements pour permettre au pays d'atteindre tout au moins les objectifs prioritaires. Et cela se fait. Normalement, le projet devrait arriver à échéance en novembre 2017. Et les activités prioritaires retenues devraient nous permettre d'espérer quand même d'atteindre des résultats intéressants pour ce qui concerne notre pays, quitte à ce que, lorsque la situation redeviendra un peu plus intéressante, nous pourrons certainement envisager une deuxième phase de ce projet pour regarder comment atteindre les autres objectifs. Parmi les projets, vous voyez, il y a un projet d'appui à la mise en œuvre de l'APV FLECT. En fait, il s'agit, l'APV FLECT en lui-même, APV, c'est un accord de partenariat volontaire. FLECT, c'est un sigle anglais, mais ça veut simplement dire renforcement de la loi forestière en matière de commerce de bois. Donc c'est un engagement que nous avons pris de manière volontaire pour se mettre en partenariat avec l'Union européenne pour voir comment est-ce que nos bois, les bois qui viennent de chez nous, qui sont issus de nos forêts, peuvent être vendus sur le marché européen sans qu'il y ait de problème. Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, il y a eu ce qu'on a appelé le boycott du bois tropical. Je crois que lorsque nous avons connu ce qu'on appelait à l'époque la montée des mouvements écologistes, mais assez très puissantes, qui ont boycotté la vente du bois tropical sur les marchés européens, ça a mené certains décideurs à réfléchir pour dire, écoutez, on ne va pas commencer. Nous, ça je parle à leur place, eux là-bas, ils ont besoin de notre bois. Il ne faudrait pas que, en achetant ce bois qui n'a pas été coupé régulièrement, leur donne l'impression qu'ils ont participé, si vous voulez, à la destruction de notre cadre de vie, donc du climat. Et donc, pour régler toutes ces questions, il y a un accord qui a été mis en place auquel nous nous sommes engagés, en tout cas de manière volontaire, pour dire, OK, nous créons les conditions chez nous pour que l'exploitation forestière, l'exploitation du bois, se passe dans les règles de l'art, dans la légalité, de sorte que le produit que vous allez acheter ne soit pas entaché de suspicion ou d'illégalité. Et donc, c'est un processus dans lequel nous sommes engagés depuis quelques années. Donc, vu quelques difficultés que nous avons éprouvées au départ pour le mettre en œuvre de manière effective, l'Agence anglaise de développement s'est engagée à nous appuyer, donc à mettre en œuvre ce processus-là. Et il y a un projet donc, qui a été mis en place, donc le projet appui à la mise en œuvre de l'APV FLECT, donc qui travaille à ce jour pour corriger un peu les manquements du départ et voir comment nous pouvons capitaliser ce qui a été fait avant pour pouvoir aller plus de l'avant. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous avons là donc des experts qui viennent de partout du monde pour venir réaliser des missions court terme, voir comment appuyer le secteur privé, comment appuyer l'administration, donc l'administration en charge de l'économie forestière, appuyer les autres acteurs pour que tous nous puissions travailler dans la légalité, pour faire en sorte que le bois qui est issu du Congo soit un produit légal et donc qui peut prétendre être vendu sur le marché européen sans problème. Voilà un peu la règle du jeu pour ce qui concerne l'APV FLECT. Bien entendu, il y a des outils à développer derrière, des outils qui vont veiller à s'assurer de la légalité de ces produits et à la fin délivrer des certificats de conformité, etc., etc. Donc nous sommes dans le process et nous pensons que d'ici l'horizon 2018, le Congo sera en même de délivrer des certificats APV. La gestion forestière se fait chez nous de longue date. Nous gérons notre forêt. Nous sommes quand même l'un des rares pays à intégrer la logique de gestion de très bonne heure. Et vous voyez que début 2000, nous avons adopté un code forestier donc, qui consacre vraiment, qui consolide cette gestion durable de nos ressources forestières. Même si, à un certain moment, on est resté dans la logique essentiellement de l'agrume, du bois, puisque c'est le principal produit qui est tiré de nos forêts à ce jour. Mais vous êtes sans ignorer aussi que le chef de l'État, donc dans le cadre de son nouveau quinquennat, a opté pour la rupture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte un peu des sentiers battus, qu'on fasse un peu les choses autrement, parce que le contexte mondial actuel étant ce qu'il est, il va falloir vraiment adopter de nouvelles habitudes, certainement avoir une nouvelle vision pour que nos ressources soient
mieux valorisés et rapportent à l'État des revenus substantiels et aussi permettent aux populations de vivre de ces activités-là. Voilà. Donc, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, et donc par rapport à cette rupture, nous, ministère en charge de l'économie forestière, par l'entremise de Madame la ministre de l'économie forestière, de développement durable de l'environnement, nous avons pensé que la première des choses à faire dans le cadre de cette rupture, c'est de partager la nouvelle vision à nos partenaires. Parce que vous savez qu'il n'y a pas une entreprise publique qui exploite la forêt. C'est des privés, c'est des tierces personnes, des personnes physiques ou personnes morales, qui exploitent cette forêt, qui exploitent ces ressources. Et pour cela, il était nécessaire de leur partager cette nouvelle vision dans le cadre donc, de la rupture, pour que lorsque nous allons nous asseoir pour concevoir les programmes, que chacun sache que désormais, mon activité, je dois l'orienter dans ce sens, je dois la conduire comme ceci, et je dois faire attention à cela. Et donc, à l'occasion, Madame la Ministre a tenu à convoquer une table ronde, donc, autour de laquelle on prépare les acteurs du secteur, donc notamment ceux qui exploitent le bois, essentiellement, et ceux qui appuient le gouvernement en matière de conservation de la biodiversité, notamment dans les aires protégées, la faune, etc. Distingués invités, chers participants, votre participation massive et active aux présentes assises augure de bonnes perspectives pour le secteur qui nous est tous cher. Votre engagement à soutenir la vision du chef de l'État relative à la diversification de l'économie nationale est nécessaire et attendu. Aussi, voudrais-je vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à mener avec ses partenaires un partenariat sain, franc, respectueux des engagements mutuels et gagnant-gagnant. Loin de nous les velléités de remise en cause de ce qui a été construit de longue date au profit de notre pays. Il s'agit simplement de rompre avec les mauvaises tendances et les contre-performances qui empêchent le secteur d'être plus visible et de contribuer de manière significative à l'augmentation des revenus de l'État et à l'amélioration des conditions de vie de population. Chers partenaires, j'en appelle donc à votre implication et votre engagement ferme à accompagner le Congo et à porter votre pierre à l'édifice de la marche vers le développement. Je voudrais croire à cet effort que chacun de nous doit consentir pour le changement dans notre façon de faire. À cette occasion, donc, Madame la Ministre a partagé la vision qui est la sienne en matière de gestion d'économie forestière, pour parler d'abord de cette composante, pour dire que si hier nous avons travaillé principalement pour accorder une priorité à l'agrume, au bois, mais il va falloir aller plus loin parce que la forêt regorge de potentiel. En dehors du bois, nous avons des produits forestiers non ligneux, dont je parlais tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui la possibilité de valoriser les paiements pour les services environnementaux par le fait de l'existence de la forêt. La forêt fournit un certain nombre de services pour lesquels nous pouvons aujourd'hui prétendre à des paiements. Et ça, il va falloir que tous les acteurs aient ça à l'esprit. Lorsque vous avez mis sous cloche un pan de forêt, j'ai pris l'exemple de CIB tout à l'heure, qui a déjà... Vous voyez, donc, dans les concessions forestières aujourd'hui, par rapport au plan d'aménagement, vous avez des séries de production, vous avez des séries de conservation, vous avez des séries de protection, mais tout ça, on peut regarder comment valoriser ce capital en termes de paiement pour services environnementaux. En dehors du bois, j'ai parlé des produits forestiers non ligneux, donc des autres produits de la forêt, mais qui ne sont pas du bois, par exemple les gommes, les résines, même des feuilles, pourquoi pas. Mais si celui qui a mandat de couper le bois a fini de couper son bois, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des modèles pour voir comment faire en sorte que les autres produits soient aussi valorisés dans le même espace pour que la valorisation soit optimale à l'unité de surface, au lieu de se contenter à extraire que le bois et après on ferme et puis voilà. Donc, Madame la Ministre a tenu à partager cette vision aux acteurs du secteur pour que les uns et les autres prennent conscience qu'il y a un grand potentiel à valoriser en dehors du bois. Mais tout ça, c'est pour permettre au pays d'accroître ses revenus, permettre au pays de créer les conditions
de vie meilleure pour les populations, donc de lutter contre la pauvreté. Donc ça, dans le cadre donc du tout économie et du tout social, donc prôné par le chef de l'État, dans le cadre de son programme de société, donc la marche vers le développement, Madame la ministre a tenu donc à partager cette vision aux acteurs du secteur. Et donc cette table ronde s'est tenue au début du mois d'octobre. Nous sommes déjà dans la phase de mise en œuvre avec nos partenaires. Regardons maintenant comment mettre en œuvre toutes les recommandations qui ont été retenues en cette circonstance. Chers amis téléspectateurs, nous voici arrivés quasiment au terme de notre premier numéro Forêt, développement durable et environnement. Alors, Monsieur Pierre Tati, avez-vous une autre préoccupation que nous n'avons pas pu aborder? En matière de conservation de la biodiversité, donc à travers les aires protégées, vous savez que notre pays a aujourd'hui environ 17 aires protégées qui gèrent, donc qui couvrent à peu près 4,5 millions d'hectares, ce qui n'est pas rien. Là-dedans, nous avons des partenaires qui interviennent, mais nous avons besoin que ces partenaires aillent plus loin, donc fassent en sorte que ces activités de conservation aient un impact réel sur les populations riveraines, donc qui sont les communautés locales et autochtones. Et par rapport à ça, Madame la ministre a eu l'ingénieuse idée donc d'initier ce qu'on a appelé des boîtes à outils. Il s'agit donc d'un package dans lequel on trouverait un certain nombre de projets réalisables ou envisageables dans le cadre de la conservation, notamment pour ce qui est des activités génératrices de revenus. Lorsque nous avons un partenaire qui accepte de gérer une aire protégée avec nous, bon, il y a des revenus liés à l'écotourisme, mais que ces revenus-là soient en partie affectés au développement d'un certain nombre d'activités qui peuvent permettre aux populations ou aux communautés locales d'avoir des revenus, d'améliorer leurs conditions de vie et donc de lutter contre la pauvreté. Donc cette boîte à outils est en cours d'élaboration et le moment venu, nous allons donc partager son contenu avec les autres acteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive et partir de là pour effectivement avoir un modèle opérationnel qui permette aux uns aux autres de tirer profit des efforts de conservation de la biodiversité chez nous. Et je voulais aussi peut-être terminer par le fait qu'aujourd'hui, notre ministère, notamment par la personne de Madame la ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, notre ministère est porteur d'une initiative dont vous avez entendu parler, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous savez qu'à l'occasion de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique qui s'est tenue dernièrement à Marrakech, qu'on appelle le COP 22, le chef de l'État a proposé à ses pairs africains une initiative, donc l'idée de créer un fonds bleu pour voir comment nous pouvons capitaliser ce potentiel que nous avons en eau, pour que l'exploitation de ce potentiel nous permette de développer nos économies, au lieu d'attendre au lieu de se focaliser sur l'économie brune, essentiellement centrée sur le pétrole, et nous savons ce que ça donne aujourd'hui, au lieu d'attendre uniquement, par exemple, l'exploitation forestière, etc. Mais nous avons aussi le potentiel en eau qu'on peut valoriser pour que ce dernier participe au développement de l'économie. Alors, c'est une initiative qui a été saluée par ces pairs africains. Un certain nombre de présidents de la sous-région, notamment le bassin du Congo, l'ont donc mandaté pour piloter cette initiative au niveau sous-régional. Et pour la circonstance, le chef de l'État donc a confié la mission à Madame la ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement, donc de conduire cette initiative au niveau national. Dans ce chantier dans lequel nous nous engageons aujourd'hui, dans le contexte donc de la rupture, nous devons tous intérioriser la nécessité de rompre avec les antivaleurs. Quand je dis nous, il ne s'agit pas que de nos partenaires, les acteurs qui exploitent la forêt, mais c'est d'abord au niveau central, donc nous-mêmes d'abord, qui portons ces politiques, qui sommes acteurs au premier niveau donc, de la mise en œuvre de cette politique. Donc le personnel du ministère de l'économie forestière, nous devons accompagner l'autorité de tutelle, donc Madame la ministre, dans cette dynamique-là. Vous voyez, elle a partagé une vision et pour qu'on y parvienne, il va falloir mobiliser toutes les énergies, il va falloir faire preuve d'abnégation, de beaucoup de volontarisme, de beaucoup d'assiduité, de beaucoup d'honnêteté. Vous voyez, il va falloir cultiver de nouvelles valeurs qui vont nous permettre effectivement d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette vision. Donc, que le personnel du ministère
s'engage, mais alors de la manière la plus profonde que ce soit, pour accompagner Madame la ministre à déployer cette vision, et que les partenaires aussi, tant ceux qui interviennent dans le domaine de l'exploitation forestière que dans le domaine de la conservation, s'approprient de cette vision, l'intériorisent, et donc ça rime à cela pour que leur contribution à la concrétisation de cette vision soit effective, soit probante. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous voici donc arrivés au terme de la présentation du premier numéro de Forêt, Développement durable et Environnement, un espace qui désormais nous permettra de débattre des thématiques émergentes liées à la modernisation et à la bonne gouvernance dans le secteur forestier.